la suite de son diplôme d'ingénieur, il va faire un master en astrophysique et puis dans l'ingénierie spatiale, puisqu'il va quand même beaucoup servir ensuite. Il a été 3 ans moulésien à l'Observatoire de Paris, où, si j'en crois le CV, il a travaillé avec ENCAM, la Supercam, sur l'IRS, qui est équipe Persévérance, qui s'est posée avec succès en février de cette année, comme vous avez certainement pu le voir. Et puis il est intervenu donc en tant qu'ingénieur optique, et il est beaucoup intervenu sur Harmony et également sur l'autre dont je vous le nom, sur Foremost, dont est venu nous parler Johan Richard il y a un mois. Voilà. Donc je remercie pour cette conférence. Il va repartir un peu de Foremost et puis surtout sur l'optique, sur un certain nombre de spectros, notamment ceux qui sont réalisés au CRAD à Saint-Gilles. Et puis je lui laisse la parole. Merci. Je peux enlever le... Bonsoir à tous. D'abord, je voulais remercier la SAL et Bernard Chevalier de m'avoir invité à faire cette présentation ce soir. Ça fait vraiment très plaisir de pouvoir parler un peu optique et parler des instruments qui sont fabriqués ici à Lyon. Alors, c'est vrai que quand on parle des grands observatoires, on parle souvent des télescopes, on parle beaucoup de la science qui est faite avec. Et ce soir, j'avais envie de plutôt plonger à l'intérieur de l'instrument, mettre les mains un peu dans le cambouis et voir ce qu'on trouve à l'intérieur, voir un peu comment ça fonctionne. Donc ce soir, je vais vous parler de spectrographe 3D, ou comment est-ce qu'on peut voir le ciel sous toutes ses couleurs. Alors derrière moi, vous voyez le Very Large Telescope, un des 4 grands télescopes situés dans le désert de l'Atacama au Chili. Ce sont des télescopes qui font 8 mètres de diamètre, qui sont parmi les plus grands au monde à l'heure actuelle. Quand on parle de télescope de 8 mètres de diamètre, en fait, on parle du miroir principal, le miroir primaire qui est ici. Donc, il faut imaginer la lumière qui vient des étoiles en haut à droite, qui frappe d'abord le miroir primaire, qui est réfléchi vers le miroir secondaire, et qui va ici vers le miroir tertiaire. En fait, il s'agit d'un miroir plan qui va renvoyer de la lumière à 45 degrés, soit ici vers cette plateforme, soit de l'autre côté vers une autre plateforme, où il y a une autre possibilité, où la lumière passe à travers et va à l'arrière du télescope. Donc, en fait, ce genre de télescope peut loger jusqu'à 3 instruments. Et l'un d'entre eux qu'on voit ici, c'est l'instrument MUSE, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui a été développé en partie au CRAD. Et vous voyez là sur la plateforme donc un instrument qui fait plusieurs mètres, 3 mètres par 4 environ, et qui est un peu enseveli sous des tuyaux et sous des câbles. Donc c'est à l'intérieur de cet instrument que je vous propose de se plonger ce soir. Et en se plongeant dans MUSE, on va aussi se plonger un peu dans son grand frère, BlueMUSE, qui, comme son nom l'indique, va plutôt s'intéresser aux couleurs, aux longueurs d'onde qui vont de l'ultraviolet proche jusqu'au vert, alors que MUSE va plutôt du vert jusqu'au tout début de l'infrarouge. Quand je vais vous décrire ces instruments, comme l'a dit Bernard Chevalier, je suis un tout jeune opticien tout frais sorti de l'emballage. Donc j'étais pas là pendant le développement de cet instrument, l'instrument MUSE. C'est des développements qui sont très longs, qui durent une grosse dizaine d'années. Et par contre, je suis investi dans le développement de BlueMUSE, qui va être son grand frère. On va voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur, les observations qui permettent, et les défis en fait, qui sont posés par ces instruments. Mais avant de rentrer à l'intérieur de MUSE, je vais faire un petit aparté et parler quelques instants du télescope spatial Hubble. Le télescope spatial Hubble que vous voyez en haut à droite, c'est un télescope qui orbite autour de la Terre à 600 km d'altitude. Pour donner une petite idée, je crois que l'ISS c'est 400 km d'altitude. Je reviens Thomas Pesquet. Je crois que c'était Donc, le télescope spatial Hubble, c'est un télescope de 2,60 m de diamètre. Et on le connaît tous, et j'imagine que vous le
connaissez tous à travers certaines images qui sont assez marquantes. Donc, en particulier celles qui sont à gauche, de haut en bas, vous voyez les piliers de la création, la galaxie du sombrero et la nébuleuse d'Orion. Des objets capturés dans des images qui sont magnifiques et qui sont très marquantes. Au centre, vous voyez une autre image qui est aussi, sinon plus marquante, qui est le Hubble Ultra Deep Field, ou le champ ultra profond de Hubble. Alors, quand on parle de champ ultra profond, en fait, on parle d'une toute petite zone du ciel qui fait l'équivalent de 1 mm par 1 mm quand on regarde à bout de bras dans le ciel, donc une zone qui est vraiment toute petite, et qui, a priori, n'a rien de très intéressant. Si on observe à l'œil nu, on n'y voit rien. Si on observe avec un petit télescope, on n'y voit rien non plus. Avec le télescope d'un mètre à l'observatoire, on ne verrait pas non plus grand-chose. Mais quand on pointe le télescope Hubble et qu'on pose très longtemps, eh bien, au bout de 10-11 jours, on arrive à voir ce genre d'image. Sur cette image, vous voyez des centaines et des centaines de galaxies. Vous voyez qu'elles ont des tailles très différentes, des formes très différentes, des couleurs très différentes, et que certaines sont plus ou moins petites. Alors plus ou moins petites parce qu'elles sont petites elles-mêmes, ou parce qu'elles sont situées extrêmement lointaines. Alors, si j'ai choisi cette image en particulier, c'est parce que, alors, c'est personnel, je suis opticien, mais du coup, les astronomes qui utilisent les instruments fabriqués local et qui étudient ce genre d'image, étudient en fait ces différentes galaxies et les étudient comme des populations, un peu à la manière du sociologue. C'est-à-dire qu'ils vont observer pas forcément une seule galaxie, et ils vont les étudier en groupe. Compter combien il y en a de grosses, combien il y en a de petites, combien forment des étoiles, et tout cela au fil du temps. Alors, quand on dit au fil du temps, c'est pas forcément en les regardant très longtemps, parce que ces galaxies-là, elles évoluent sur des centaines de millions d'années, sur des milliards d'années, mais en utilisant autre chose, le fait qu'une galaxie lointaine, on ne l'observe pas aujourd'hui comme elle est aujourd'hui, mais comme elle était au moment où elle nous a envoyé la lumière. Et la lumière a beau voyager extrêmement vite, sa vitesse est finie, et donc les galaxies qu'on voit ici, les plus lointaines en fait, on ne les voit pas telles qu'elles sont aujourd'hui, on les voit telles qu'elles étaient il y a 13 milliards d'années. Au tout début de l'univers, dont l'âge est de 13,7 milliards. C'est aussi un des intérêts de pouvoir voir cette image et de voir non pas que des galaxies un peu éparpillées, mais de les voir telles qu'elles étaient au fil du temps. Alors en bas à droite, vous voyez un des détecteurs de Hubble. C'est un détecteur de type CCD. Pendant très longtemps, ça a été le format de détecteur le plus répandu. Dans toutes les caméras compactes, on trouvait un CCD. Alors, il faut savoir que le développement technologique qui a été fait pour les CCD, pour Hubble, a bénéficié en fait à toute l'industrie. Et donc, on parle d'astronomie, on parle de belles images, on parle de sciences qu'il y a derrière. Et il y a également des développements technologiques qui ont un impact bien plus large que pour l'astronomie. Quand on regarde la couleur de cette image, on voit donc des images en couleur. Les couleurs de cette image, en fait, elles sont obtenues par une juxtaposition de filtres, c'est-à-dire que devant ce détecteur, qui prend des images en noir et blanc, on vient apposer un filtre rouge, un filtre vert, un filtre bleu, et les trois images correspondantes, après on peut les empiler et coloriser les images, comme on les voit ici. Du coup, on n'a que quelques informations de couleur. On sait combien il y a de rouge, combien il y a de vert, combien il y a de bleu, mais ça reste quelque chose d'assez grossier. Et les instruments comme MUSE, comme BlueMUSE, sont des instruments qui ne vont pas permettre de regarder que 2 ou 3 couleurs, mais d'en regarder plusieurs milliers. Et c'est tout l'intérêt de ce type d'instrument. Alors quand, à l'instant, je disais qu'on essayait de voir loin pour voir dans le passé, si j'essayais de résumer très schématiquement le travail que font les astronomes à l'observatoire, je dirais quelque chose comme ça. Ici, vous voyez une prise chronologique de
l'histoire de l'univers, du Big Bang, il y a 13,7 milliards d'années, jusqu'à nos jours. Alors au tout début de l'histoire de l'univers, en fait, l'univers est très chaud, très dense, et il est opaque, c'est-à-dire que la lumière ne s'en échappe pas. Et ce que vous voyez ici, en fait, c'est une carte du ciel, de la première lumière en fait, détectable émise par l'univers. Et en fait, cette carte du ciel, elle permet aux astronomes de remonter à la distribution de matière en fait, de l'univers à son tout début. Et donc là, vous voyez des zones qui sont plus ou moins bleues, plus ou moins oranges, qui indiquent qu'il y a plus ou moins de lumière et plus ou moins de matière. Cette carte, elle est très exagérée, c'est-à-dire que les zones, ce qui distingue les zones oranges des zones bleues, c'est des inhomogénéités de quelques millièmes. Donc, ce qu'on regarde ici, c'est une espèce de grande soupe avec des gros mots et très ténue. Et ce qu'on observe aujourd'hui, ce sont des galaxies qui ont des formes très différentes, très distinctes. Au milieu, vous pouvez voir une galaxie spirale avec des bras spiraux qui font penser à notre galaxie, la Voie lactée. Mais vous avez d'autres galaxies avec des formes très différentes, et par exemple Salamba, qui est en fait une espèce d'ellipse avec des étoiles qui donnent juste l'impression de yeux flous. Mais on voit que ces formes sont très différentes et très marquées, alors que ce qu'on a au départ, c'est une espèce de bouillie relativement uniforme. Donc si je devais essayer de résumer en 2 mots le travail des astronomes, ce serait d'essayer justement de comprendre ce qui se passe entre et comment on passe de cette image qui est relativement homogène à ce qu'on observe aujourd'hui. Et ça, en fait, ça peut... c'est à ce moment que les instruments utilisent chaque fois. Alors, quand on regarde l'image de Hubble, on voit que certaines des sources sont très petites. Et comment savoir si elles sont petites parce qu'elles sont elles-mêmes petites ou si elles sont petites parce qu'elles sont lointaines? Pour faire ça, en fait, on doit utiliser le spectre, c'est-à-dire la décomposition de la lumière qui vient des galaxies, suivant les différentes couleurs, du violet au rouge. Si vous regardez une galaxie proche, vous allez voir un spectre un peu comme celui du haut, c'est-à-dire toutes les couleurs du violet au rouge, avec certaines couleurs manquantes. Et ces couleurs manquantes, en fait, elles tracent certains éléments chimiques présents dans la galaxie. Elles forment une sorte de code barre qui indique la présence de certains éléments dans la galaxie. C'est la position, en fait, de ces raies, de ces couleurs manquantes, est très bien connue. On peut les reproduire en laboratoire, par exemple. Et donc ça, c'est ce qu'on observe pour une galaxie proche. Et ce qu'a pu montrer Edmund Hubble et d'autres astronomes à la fin des années 20, c'est qu'en fait, une galaxie distante aura le même code barre, le même marqueur, mais simplement ils seront décalés vers le rouge. Et l'ampleur du décalage vers le rouge permet de renseigner sur la distance qui nous sépare de ces galaxies-là. Et donc c'est un des intérêts d'analyser finement les différentes couleurs, de ne pas juste faire rouge, vert, bleu ou quelques couleurs, mais de toutes les avoir ou d'en avoir un maximum. C'est de pouvoir mesurer précisément ce décalage et mesurer précisément la distance. Et donc quand on parle de spectrographe 3D, en fait, on parle du fait de pouvoir faire une image, mais de ne pas juste voir une image en 2D, mais de pouvoir donner la distance, voir en profondeur et pouvoir donner une distance aux objets qui sont observés. Donc là, on va rentrer au cœur de l'instrument. Et pour un opticien, le cœur de l'instrument, ça va être de manipuler la lumière, de la collecter, de la diviser, de la concentrer, de la séparer dans ses différentes couleurs. Et donc, cette lumière, il faut trouver une façon de se la représenter pour pouvoir la manipuler. Et deux façons de se représenter la lumière, d'une part, c'est de se la représenter comme des rayons, c'est-à-dire qu'on la voit un peu comme quand on observe un nuage qui passe devant le soleil. On voit ces traînées en fait rectilignes qui nous donnent l'impression en fait instinctivement que la lumière se comporte comme des rayons. Et une autre façon de voir la lumière, c'est de la voir comme une onde, suite à certains travaux expérimentaux. En fait, si vous projetez de la lumière sur deux petits trous,
ce que vous observez en sortie, ce n'est pas une tache lumineuse ou deux taches lumineuses, mais vous pouvez observer ce genre de motif, de franges en fait, et vous avez une alternance de franges lumineuses et de franges sombres, qui est assez choquante de prime abord, parce que quand on superpose de la lumière avec de la lumière, on s'attend à avoir juste plus de lumière. On ne s'attend pas à une alternance où à certains endroits il y a de la lumière et à d'autres il n'y en a pas. Et une analogie, la meilleure façon de se représenter ça, c'est de se représenter la lumière comme une onde, comme une oscillation, un peu comme les vagues à la surface de l'eau. Et si vous regardez en haut, là je vous ai pris une image satellite où on voit deux bateaux dans un port. Alors les deux bateaux ont un mouvement au bas qui génère des vagues. Si vous regardez les vagues qui proviennent des deux bateaux, vous voyez qu'à l'endroit où elles se rencontrent, vous voyez qu'à certains endroits ces vagues s'ajoutent et forment des vagues avec des creux plus prononcés et des crêtes plus prononcées, et à d'autres endroits elles s'annulent. Le fait d'avoir des vagues plus des vagues donne pas de vagues du tout. Et en fait, c'est en faisant l'analogie entre les deux qu'on se dit que la lumière se comporte quelque part aussi comme une onde, même si c'est assez choquant parce qu'on ne voit pas vraiment ce qui est aussi. Et la propriété en fait de cette onde, de l'onde lumineuse, c'est de se placer sur ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Alors, si on se représente la lumière comme une onde, comme cette oscillation, on va définir certaines propriétés, et celle qui va nous intéresser beaucoup aujourd'hui, c'est la longueur d'onde, c'est-à-dire la distance qui sépare deux crêtes ou deux creux. Et cette longueur d'onde, en fait, elle est reliée à quelque chose qu'on connaît bien, c'est la couleur de la lumière. Donc, qui va des plus courtes longueurs d'onde au niveau du violet, et les plus longues longueurs d'onde dans le visible qui vont être au niveau du rouge. Alors la longueur d'onde, ce qui va être important de retenir, c'est juste que c'est quelque chose, la longueur d'onde de la lumière visible, c'est quelque chose de très petit par rapport à nous. C'est-à-dire que là, on parle de 400 nanomètres, 700 nanomètres, donc c'est-à-dire à peu près une fraction de millunième de mètre, de micromètre. Pour donner une idée, c'est à peu près un centième de l'épaisseur d'un cheveu. Donc c'est quelque chose de très petit. Et quand on manipule la lumière, en fait, il faut faire attention parce qu'en fait, la précision qu'on va demander, généralement, on va l'exprimer comme une fraction de ça, une fraction de la longueur d'onde. C'est-à-dire des précisions quand on va chercher à tailler des optiques, à les polir, qui va être comparable à ça. Donc c'est quelque chose d'extrêmement petit. Alors, bon, maintenant, on voit qu'on est intéressé par le fait d'obtenir la couleur de ce qu'on observe. Et maintenant, si on va plus sur le côté technique, comment est-ce qu'on décompose la lumière en pratique? Comment est-ce qu'on arrive à savoir la quantité de vert, de bleu qu'on a dans la lumière qui nous arrive d'un objet observé? Et donc, pour le faire, on peut utiliser certains composants. Alors, celui qui vient en tête, c'est le prisme, qui permet de décomposer la lumière blanche dans ses différentes couleurs qu'on voit ici. Alors, ça rappelle un peu l'album de Pink Floyd, le prisme. Et sinon, un autre composant qui est vraiment beaucoup plus utilisé de nos jours, c'est le réseau de diffraction. Alors, le réseau de diffraction, c'est un composant optique, je ne rentre pas dans le détail dans cette diapositive ici, mais c'est un composant optique en fait qui a une structure à l'échelle de la longueur d'onde. Par exemple, il va être gravé avec des traits espacés de 1 nanomètre ou 2 nanomètres, c'est-à-dire un centième de l'épaisseur d'un cheveu. C'est une structure à une échelle qui est très très fine. Et si on envoie de la lumière dessus, en fait, elle va être pour partie pas affectée, et en partie décomposée selon les différentes couleurs. Et donc ça, c'est une alternative, c'est d'utiliser un réseau de diffraction. Alors, des réseaux de diffraction, on en connaît tous, et en particulier, si vous utilisez un DVD ou un CD-ROM, maintenant qu'on s'en sert plutôt, vous pouvez les casser pour l'utiliser comme un réseau de diffraction. C'est la gravure du CD-ROM, en fait, à la bonne échelle, elle est suffisamment fine pour permettre de s'en servir comme un réseau de diffraction. Et donc, si vous utilisez la lumière du soleil et que vous la projetez avec un CD-ROM, en fait, vous allez vous-même
pouvoir vous en servir comme un réseau de diffraction. Donc, bon, maintenant, si on a envie de construire un instrument, ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer une galaxie avec le télescope. Et à la sortie du télescope, au lieu de directement mettre notre œil, on peut juste mettre un CD ou un réseau de diffraction. Voilà, il n'y a pas dans le bon sens de notre image. Et derrière, on va mettre notre œil et on va regarder ce qu'on observe. Alors on peut le faire, et ça fonctionne. Mais ce qu'on va observer, c'est quelque chose qui est assez bizarre. C'est-à-dire qu'on va observer quelque chose qui ressemble un peu à une image. Donc là, vous voyez une étoile, par exemple, ici. Et cette étoile, vous allez la voir en blanc. Et vous allez aussi voir son spectre, donc la décomposition dans ces différentes couleurs un peu plus loin. Donc ça correspond à la partie de la lumière qui n'a pas été filtrée, qui n'a pas été affectée. Et ça va correspondre à la partie de la lumière qui aura été décomposée dans les différentes couleurs. Alors ça, c'est assez sympa à faire, c'est très simple, parce que vous voyez que le montage est quand même pas très velu. Mais le problème, c'est que c'est un peu le bazar. Vous voyez que si vous observez des objets qui sont relativement proches les uns des autres, en fait, leur spectre vont se marcher dessus. Là, vous voyez qu'on a un peu un mélange de couleurs qui est difficile à discerner. Et donc ça va être un problème qu'on va avoir avec ce genre de montage. Il faut trouver autre chose. Alors la solution qui est trouvée, c'est celle-ci. Un montage qui fonctionne et qui est très efficace. C'est en sortie du télescope. En fait, si on regarde un endroit où se forme l'image, au lieu de mettre un détecteur ou de mettre autre chose, on va placer une pile de miroirs, une pile de lamelles de miroirs en fait, et chacune de ces lamelles va envoyer une partie de l'image dans une direction différente. Donc, il faut imaginer que, par exemple, si on a ce projecteur qui projette une image ici, on pourrait imaginer des grandes lamelles de miroir, et chacune va envoyer une partie de la diapositive dans une direction différente. Et après, on pourra la traiter individuellement. Et donc, si on fait ça, en fait, on peut envoyer chaque partie de l'image à un endroit donné, et après le décomposer suivant ces différentes couleurs. Et l'avantage dans ce montage-là, c'est qu'on a découpé notre image qui était carrée en différentes lamelles, et ces lamelles ne vont pas se marcher dessus. C'est-à-dire que le bleu de cette partie-là de l'image ne va pas aller empiéter sur le rouge ici ou inversement. Et ça, c'est un des grands avantages de ce type d'instrument. Et du coup, vous voyez, il y a quand même des composants optiques en plus. Et ça, c'est le schéma de principe, et après, en fait, en pratique, il y en a quand même vraiment beaucoup. Donc la boîte à outils de l'opticien, en version condensée, en gros, on a deux grands outils. D'une part, les miroirs. Donc on va exploiter la réflexion de la lumière sur une surface réfléchissante. Et de l'autre côté, on a la réfraction, c'est-à-dire qu'on va transmettre la lumière de l'air, par exemple, dans le verre. Et en passant de l'air au verre, ou du verre à l'air, eh bien, on va dévier la lumière dans son trajet. Et ça, c'est comme ça qu'on fabrique des lentilles. Alors, la majorité de la lumière est transmise, il y en a quand même une petite proportion qui est réfléchie. Et ça, c'est quelque chose qu'on verra un peu plus tard, qui peut être gênant. Alors maintenant, on va suivre le trajet de la lumière dans l'instrument. On va aller encore plus loin dans l'instrument, on va vraiment plonger dedans. Donc, tout commence par le télescope. Alors, pas celui-ci. Là, on a le télescope de 1 mètre de l'observatoire. Donc, il faut imaginer quand même que c'est une bonne dimension. Et il est tenu par une monture, donc une monture équatoriale. C'est-à-dire qu'il est tenu par une fourche ici, qui est sur un axe incliné. Et la raison pour laquelle il est sur un axe incliné, c'est que les étoiles tournent au fil de la nuit. Et donc, pour pouvoir suivre ces étoiles, il faut contrer cette rotation-là. Et quand je dis que les étoiles tournent au fil de la nuit, c'est pas les étoiles qui tournent, c'est la Terre qui tourne autour de son axe. Et donc en fait, l'axe autour duquel tourne le télescope, c'est un axe qui est parallèle à la rotation de la Terre.
à côté, vous avez le géant, le Very Large Telescope. Alors, là, on avait 1 mètre de diamètre, et c'est déjà assez costaud. Et donc là, vous avez un télescope qui fait 8 mètres de diamètre. Vous pouvez voir au monsieur qui est en dessous que c'est quand même une sacrée bête. Alors la monture de ce télescope-là, elle est assez différente. C'est-à-dire que ce télescope-là, finalement, il y a une monture qui est un peu moins développée. C'est-à-dire que le télescope, finalement, il a des mouvements assez simples. C'est-à-dire qu'il fait du haut-bas, gauche-droite, un peu à la manière d'un canon. Contrairement à celui-ci qui est sur un axe incliné. Donc ça va avoir une conséquence pour l'instrument qu'on utilise. Et donc là, les instruments, en fait, ils sont positionnés ici, ou ici, ou en dessous. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de suivre le trajet de la lumière. Et dans un premier temps en rapide, et puis après, on va plonger dedans et on va voir les différents éléments qui le composent. C'est ça, c'est... C'est pas mal parce que j'ai plein de vidéos. Sortir du PowerPoint des fois pour démarrer. Ça démarrera. Ah, super. C'est la liaison avec le PowerPoint qui marche pas. Il faut utiliser le PowerPoint. Voilà. Et là, on peut le démarrer. Ouais. Bah, merci beaucoup. Ça se sauve. Hop, là, vous voyez le trajet de la lumière à l'intérieur de l'instrument. Je vais voir si ça marche. Donc là, vous voyez le trajet de la lumière à l'intérieur de l'instrument. Donc ça commence avec les deux miroirs ici. Ici, vous allez voir l'image de la galaxie, qu'on observe ici. Elle va être découpée d'abord en 24 bandelettes horizontales. Et en fait, chacune de ces bandelettes va être envoyée dans une direction différente. Donc là, on va suivre le trajet d'une de ces bandelettes à l'intérieur de l'instrument. Alors là, cette bandelette, en fait, elle va être redécoupée en 48 tranches qui sont plus fines, qui sont réarrangées différemment. Et ensuite, les bandelettes, en fait, vont être décomposées dans leurs différentes couleurs. Donc un peu selon le principe qu'on a regardé tout à l'heure. Donc là, on a vu une, en fait, avec les autres, c'est exactement le même principe. Si on regarde le début de la vidéo, en fait, on voit que le premier élément qui est traversé par la lumière, en fait, c'est un élément tournant, qui est juste ici. C'est un prisme, en fait, avec une forme assez spéciale. Et cet élément-là, en fait, c'est ce qu'on appelle un dérotateur. Et donc, sa fonction, on va la comprendre avec cette vidéo-là. Donc cette vidéo-là, en fait, c'est une vidéo du ciel qui a été prise à la tombée de la nuit, tout au long d'une nuit. Donc là, en fait, on voit le désert d'Atacama, et donc là, sur cette montagne ici, on voit les 4 télescopes qui forment le Very Large Telescope. Et donc là, on va observer ce qui se passe au cours de la nuit, et du coup, je vous propose d'observer le mouvement, en fait, des objets qui sont dans le ciel
au fil de la nuit. Et vous appréciez la vidéo aussi, parce que alors, si vous essayez de faire le télescope avec vos mains, vous pouvez faire que des hauts bas et des gauche-droite. En fait, si vous essayez de fixer une zone du ciel, par exemple la Voie lactée ici, en fait, vous allez voir que vous pouvez réussir à la suivre, mais vous aurez quand même un mouvement de rotation qui va rester. Et ce mouvement de rotation, en fait, il va gêner les observations. Si on pose très longtemps, en fait, on va avoir l'objet qui tourne sur la caméra, et puis à la fin, on va avoir une image floue. Donc quelque chose de très important à faire, ça va être de contrer cette rotation pour que l'image qu'on obtient reste bien fixe sur notre télescope. Donc là, vous voyez que le mouvement en fait, est très impressionnant au fil de la nuit. C'est vrai, quel que soit le type de monture. Alors c'est vrai pour les montures Canon, Comme ça. voilà, azimutales et les montures équatoriales. Par contre, en fait, il n'y a pas besoin de rotateur. En fait, l'axe est tel que en fait, on contre déjà la rotation sans avoir besoin de rotateur. Hop. Alors du coup, en pratique, un dérotateur, ça ressemble à ça. Voilà, là, je chaque fois ça ressemble à ça. Et donc, du coup, ce qui est important dans un dérotateur, en fait, c'est de voir qu'il la lumière entre par ici, et elle réfléchit 3 fois, en fait. Donc le trajet optique fait une espèce de coude, et c'est en faisant tourner cet élément optique, en faisant tourner le coude, qu'on arrive à faire tourner l'image. Et du coup, on la fait tourner de façon à contrer la rotation, contrer la rotation. Alors du coup, j'avais beaucoup de temps hier soir, donc j'ai essayé de fabriquer un dérotateur avec 3 ou 4 miroirs et du carton, donc ça vaut ce que ça vaut. Donc pas grand-chose. Mais si vous voulez faire un essai, en fait, vous pouvez voir en fait, comment vous arrivez à faire tourner l'image de ce que vous observez. Et si vous le tenez à 45 degrés, en fait, le dérotateur va tourner l'image de 90 degrés. Alors, je ne sais pas si je le fais passer ou si je fais beaucoup d'aides à la fin. Parce que si on tourne la caméra, c'est pareil. Alors, si on ne peut pas tourner la caméra sur un gros engin comme ça. Ouais, et en plus, là, il faudrait tourner tout l'instrument. Ouais. Et c'est là où ça. Alors, il y a des. Justement, ça, c'est un nouveau. À mesure que les télescopes deviennent de plus en plus grands, les instruments deviennent de plus en plus grands. Et en fait, ces composants-là, aussi, le dérotateur devient de plus en plus grand. Et au bout d'un moment, en fait, on peut être tenté, non pas de faire tourner une pièce comme celle-ci, qui devient vraiment énorme, mais de faire tourner tout l'instrument. Au bout d'un moment, ça devient vraiment une alternative. Et donc, il y a vraiment les deux qui existent. Dans certains cas, on préfère faire tourner tout l'instrument. Et pour les instruments... ceux de cette gamme-là, en fait, on préfère plutôt utiliser un ensemble de miroirs ou un prisme comme celui-ci qui va tourner tout seul et tout le reste de l'instrument reste bien fixe. Dans le cas d'un feuillet à Smith, ouais. On peut avoir le miroir personnel qui tourne justement pour sortir le flux d'imagerie toujours au même endroit. Alors, est-ce qu'on a quand même une rotation de champ? Il y a quand même une rotation. En fait, ce miroir-là, l'instrument est posé sur sa l'instrument, en fait, il est posé sur sa plateforme. Et donc, en fait, voilà, il est posé sur sa plateforme ici. Et donc, il faut imaginer que quand le télescope va tourner pour pointer un objet, toute la plateforme, en fait, va le suivre. Et donc, en fait, ce miroir-là doit rester fixe par rapport à l'instrument. Donc en fait, il restera toujours la rotation, parce que ce miroir-là ne peut pas bouger, parce qu'il est toujours fixe par rapport à l'instrument. Donc en fait, il reste toujours... C'est le miroir tertiaire. Le tertiaire, ouais, le troisième. Qui du coup reste fixe. Donc en fait, il y a une solution, il y a un moment où quelque chose tourne au niveau de l'instrument. Du coup, si on continue notre
notre parcours, où là on passe une paire de miroirs. C'est des miroirs qui vont essentiellement agrandir l'image. Alors là, il va y avoir aussi une anamorphose, c'est-à-dire qu'on va plus grandir dans une direction que dans une autre. Mais ça reste classique. Et là, par contre, on va découper l'image en 24. Ça, c'est un premier découpage de l'image. Alors, ce découpage, il a essentiellement pour vocation de faciliter la réalisation des optiques. C'est-à-dire que quand vous avez une grande image qui sort d'un gros télescope, vous devez mettre des optiques assez énormes si vous voulez traiter toute l'image d'un seul tenant. Du coup, une façon de simplifier tout ça, c'est de diviser l'image en petites bandelettes et de traiter ces bandelettes individuellement. L'autre avantage, c'est que non seulement ça simplifie les optiques, mais il y a un côté un peu industriel, c'est-à-dire qu'on fabrique des séries. On fabrique une série de 24 trains optiques qui chacun va fonctionner à peu près de façon identique. Et donc ça permet d'économiser en termes de coûts, parce que vous développez une fois des choses qui sont très très proches. Vous fabriquez 24 fois à peu près la même chose, et donc ça facilite le travail. Par rapport à des optiques qui seraient vraiment d'un seul tenant, mais immenses. Là, on a décomposé la lumière. Là, non, là pour l'instant, il n'y a rien qui a décomposé. Et ce premier découpage-là, c'est essentiellement pour réorganiser en 24 faisceaux qui permettent de traiter les choses plus facilement. Parce que sinon, après, on se retrouve avec des éléments optiques qui sont vraiment monstrueux. Il y a aussi une contrainte que je ne vois pas trop ici, mais c'est que comme l'instrument est sur une plateforme, en fait, il y a aussi des contraintes un peu, pour le coup, terre à terre, il faut que ça ne pèse pas trop lourd, il faut que ça ne sorte pas de la plateforme. Donc c'est vrai que ce genre de choix, en fait, a aussi cet intérêt-là, c'est de permettre de maintenir le poids, se maintenir dans un poids et dans un volume qui est contraint par la plateforme. Donc là, vous avez une photo du séparateur. Donc en fait, c'est un ensemble de 24 lentilles positionnées les unes au-dessus des autres. Et vous avez un paquet, en fait, un tas comme ça de miroirs qui séparent le faisceau dans une direction différente. Donc c'est une très belle pièce d'optique. Et du coup, je vais en profiter pour parler un peu du travail du verre, qui du coup est... Pour parler du travail du verre, alors de façon traditionnelle, du coup le travail du verre est décomposé en plusieurs étapes. On part d'un bloc de verre qui va d'abord être taillé assez grossièrement, qui va être ébauché pour lui donner grossièrement sa forme finale. Puis après, il va être ce qu'on appelle boussi par abrasion. Et après, il va être poli. Donc le polissage, c'est vraiment la dernière étape de la fabrication de l'optique. Et donc typiquement, ce polissage, en fait, il a lieu sur une galette en fait de pois. Donc c'est de la résine de sapin qui peut être fluide quand on la chauffe et qui se solidifie ensuite. Et sur cette galette, en fait, on va poser de l'abrasif, donc une poudre en fait en suspension dans l'eau. Et après, on va polir en fait l'optique, en faisant des mouvements bien définis. Là, vous voyez que la course pour polir l'optique, en fait, on lui fait faire des espèces de W. Et on fait faire des W qui ont une amplitude qui est bien définie, et avec un positionnement qui est bien défini sur la galette, de façon à pouvoir user plus ou moins uniformément certaines parties du miroir ou de la lentille par rapport à l'autre. Alors ça se fait avec des abrasifs qui deviennent de plus en plus fins, et à mesure qu'on diminue le diamètre des abrasifs, en fait, on passe d'un polissage qui enlève plus de matière mais qui est grossier à un polissage qui est plus fin, plus précis, mais qui enlève très très peu de matière à la fois. Alors ce polissage-là, on voit que on peut cibler en gros une zone, enlever plus ou moins de matière, mais
il y a un problème là-dedans, c'est que du coup, comment est-ce qu'on sait quand on a fini, comment est-ce qu'on sait si on a enlevé assez de matière, ce qui reste à enlever et où on l'enlève. Alors pour ça, en fait, il faut faire des allers-retours entre le travail de polissage et le travail de mesure, de métrologie. Et une façon de le faire, c'est d'utiliser un calibre, c'est-à-dire, donc là par exemple, si on essaye de polir cette optique et qu'on essaye de la rendre la plus plane possible, on va essayer de la rendre la plus plane possible, on va la comparer à un calibre, lui dont on sait qu'il est parfaitement plan. Et donc on va poser l'un sur l'autre. Donc là vous voyez il décale, il faut imaginer qu'il n'y en a pas, et juste on va poser une optique sur l'autre. Et ce que vous voyez entre ces deux optiques, c'est une épaisseur d'air, une mince épaisseur d'air. Et si vous regardez en fait les deux optiques vues de dessus, ce que vous allez voir, c'est de la lumière qui va descendre jusqu'à ici, et en fait à l'interface entre l'air et le verre, elle va se réfléchir, et une qui va traverser, qui va se réfléchir sur le calibre en dessous, et qui va monter. À cet endroit-là, en fait, vous voyez que les deux ondes coïncident, c'est-à-dire que les creux correspondent aux creux et les bosses correspondent aux bosses, si bien qu'à cet endroit-là, vous verrez de la lumière. Et si on se décale, on va au fur et à mesure que l'épaisseur augmente, on va se retrouver dans la situation inverse, c'est-à-dire que là, on va avoir creux contre bosse et bosse contre creux. Et donc à cet endroit-là, vous verrez plus de lumière. Et le résultat, sur de véritables optiques, quand on pose une optique en cours de polissage sur une optique de référence, un calibre, on observe ça. Donc on observe, là ici on observe des franges assez régulièrement espacées. Et ce qu'on voit en fait, c'est un peu l'équivalent c'est carrément des courbes de niveau. Il faut imaginer que quand on observe ça, en fait, on observe une espèce de cartographie de la surface. On arrive à voir que dans cette direction-là, sur une carte IGN, on dirait que ça monte, et pour les surfaces optiques, on dirait que là, l'écart, en fait, cette épaisseur d'air, elle augmente, ou elle diminue. Et donc, c'est comme ça qu'on peut savoir un peu à quels endroits il faut apporter des corrections, ou à quels endroits où il reste de la matière à enlever. Alors là, j'ai une petite vidéo à montrer vraiment sur le travail de polissage. Donc ça, c'est une vidéo qui vient de l'Institut d'optique où il y a encore une grande expertise de polissage à la manière traditionnelle. Donc là, vous voyez le travail de la poix qui est déposé sur un tour. Donc on la chauffe pour la fluidifier et pour pouvoir la répartir. Ici, vous voyez le travail de polissage. C'est la dernière étape de travail du verre. Et donc, là, vous voyez donc, la poix, et le mélange d'abrasif et d'eau est déposé dessus. Et en fait, il y a des mouvements, donc le tour tourne, et il y a des mouvements qui sont faits d'avant en arrière pour polir l'optique. Et enlever plus ou moins de matière. Donc il y a des mouvements différents pour enlever plus de matière au centre ou plus sur les bords. Et en fait, régulièrement, il y a cette étape en fait, de comparaison avec un calibre. Et là, vous pouvez voir en fait, les franges qui renseignent sur la géométrie de la pièce. Alors, ça c'est le polissage à la manière traditionnelle. Il faut savoir qu'il y a aussi d'autres manières de travailler le verre, et on peut le travailler de manière de plus en plus automatique. Donc là, vous voyez une machine polisseuse, qui tient une lentille ou miroir en cours de polissage. Et en fait, il est approché avec un angle particulier d'une tête qui va permettre d'user la surface. Donc ça de manière vraiment automatisée. Alors les deux ne sont pas incompatibles, c'est-à-dire que l'usage des machines ne remplace pas forcément le polissage traditionnel, dans le sens où pour les optiques les plus exigeantes, on peut avoir envie d'utiliser le polissage traditionnel parce qu'il permet d'avoir des surfaces encore de meilleure qualité
C'est-à-dire que le problème d'une machine, c'est que, enfin, l'avantage d'une machine, c'est que c'est automatique. Le défaut, c'est que ça va avoir tendance à faire des défauts assez réguliers. Et pour certaines applications, en fait, on ne peut pas avoir ces défauts-là. Et ce qui permet d'avoir l'homogénéité, finalement, c'est la main humaine qui est suffisamment aléatoire pour avoir des mesures uniformes du verre. Donc les deux cohabitent encore. Et par contre, pour la métrologie, on utilise maintenant de plus en plus ce genre de machine qui fonctionne sur le même principe d'interférence de la lumière. Donc avec ce genre de machine, en fait, on peut comparer une référence optique plane qui est fournie par la machine par rapport à l'optique en cours de polissage. On peut contrôler comme ça sa forme de façon très précise. Alors autant la machine de polissage, le polisseur manuel, tout ça on ne le fait pas à l'Observatoire de Lyon. Ça c'est vraiment des entreprises spécialisées qui ont cette expertise qui le font. Autant la partie métrologique, on en a besoin et on s'en sert assez régulièrement. Alors pour parler un peu de Hubble, revenir à Hubble, une anecdote, vraiment souligner l'importance du polissage et la difficulté que ça représente. Vous voyez ici donc le miroir primaire du télescope Hubble, donc, encore une fois un miroir qui fait plus de 2,50 m en cours de polissage. Vous voyez qu'on est bien dans les années 70-80, donc style d'époque. Et donc le miroir est en cours de polissage. Il s'avère que le miroir primaire de Hubble avait un problème, avait un défaut de polissage de l'ordre de 1 micromètre. Donc encore une fois, un 50e de l'épaisseur d'un cheveu, ce qui est minuscule par rapport à un miroir de plus de 2,50 m de diamètre. Et ça leur rendu une note. C'est-à-dire que les images obtenues quand on a lancé le télescope spatial n'étaient pas du tout à la hauteur de ce qui était prévu. Et pour remédier à ça, comme pour les humains, on a envoyé des lunettes correctrices, sauf que celles-ci sont venues avec des astronautes et en navette spatiale, et ça a permis de restaurer la vue de Hubble. Alors en fait, le défaut de polissage de Hubble, c'était pas un défaut de polissage en tant que tel, c'était un problème de calibre, c'était un problème d'étalon. C'est-à-dire que le miroir était parfaitement poli, mais par rapport à une référence qui était mauvaise. Et donc ça c'est pour souligner la difficulté en fait du polissage, parce qu'il faut que la référence soit bonne, que le polisseur soit bon, et que tout ça fonctionne bien en même temps. Donc c'est quand même un sacré défi. Alors une autre préoccupation, c'est le fait de transmettre un maximum de lumière. Les galaxies qu'on a vues au tout début, certaines d'entre elles, la lumière qui nous parvient, certaines d'entre elles, a voyagé pendant près de 13 milliards d'années. Elle a traversé l'atmosphère, elle a rebondi sur les 3 miroirs du télescope, elle rentre dans l'instrument, et là on a envie d'en garder le maximum, parce qu'elle a quand même fait une bonne partie du travail. Et le problème des lentilles qui n'ont pas de traitement particulier, c'est qu'elles perdent de la lumière. C'est-à-dire que, comme on l'a vu un peu plus tôt, si on envoie de la lumière sur une lentille, en fait, à chaque interface, entre l'air et le verre, entre le verre et l'air, on va avoir une partie du faisceau qui va être réfléchie. Et ces réflexions-là sont complètement parasites. C'est-à-dire que c'est non seulement de la lumière perdue, mais c'est de la lumière qui devient une sorte d'ennemi, parce qu'on ne maîtrise plus vraiment sa propagation dans l'instrument, elle risque de finir sur le détecteur et de venir faire une tâche ou quelque chose qui n'est pas du tout souhaité. Alors pour une lentille, on perd près de 8% de la lumière par lentille. Ce qui veut dire qu'en fait, après 15 lentilles, c'est à peu près le nombre, c'est grosso modo le nombre qu'on a sur un instrument assez complexe, et ben on arrive à 70% de perte. Il faut imaginer toute cette lumière qui a voyagé 13 milliards d'années, traversé l'atmosphère, le télescope, tout ça. Il faut imaginer que l'instrument qui est là pour l'exploiter au maximum, on jette les 2/3, voire les 3/4. Et pour éviter ça, on applique des traitements particuliers qui permettent d'augmenter cette transmission de la lumière. Alors les traitements anti-reflet, en fait, un traitement anti-reflet, c'est une ou plusieurs couches qui permettent de maximiser la quantité de lumière qui sera transmise. Donc, si vous imaginez là le lumineuse qui arrive,
on essaie de maximiser la partie qui va rentrer à l'intérieur de la lentille. Et donc pour le faire, on va déposer une couche d'un autre matériau qui n'est pas celui de la lentille et qui n'est pas de l'air. Et on va essayer de trouver une épaisseur en fait qui va maximiser la lumière transmise. Alors c'est un raisonnement un peu particulier, mais du coup, pour essayer de maximiser la lumière transmise, on va essayer de tuer la lumière réfléchie. Alors il y a deux endroits où la lumière peut être réfléchie, c'est entre l'air et la couche intermédiaire, entre la couche intermédiaire et la lentille. Et en fait, on cherche l'épaisseur telle que ces deux ondes-là interfèrent et se détruisent. C'est-à-dire que les creux vont être avec les bosses et les bosses avec les creux. Et donc, on n'observe pas de lumière réfléchie. Et si toute la lumière réfléchie est tuée, il reste que de la lumière transmise. Donc c'est un peu un raisonnement à l'envers, où on se dit on n'a pas de lumière réfléchie, donc on a tout transmis. Et ça, c'est un raisonnement qui fonctionne à une longueur d'onde donnée. Donc si on a fait ça pour le vert, en fait, ça ne fonctionnera pas forcément pour le rouge. Et donc ces traitements-là, ils peuvent transmettre par exemple le vert et réfléchir le rouge. Donc souvent, quand vous voyez des optiques, il va avoir une couleur assez vive, assez caractéristique qui vont vous faire dire tiens, il va y avoir un anti-reflet quelque part. On le voit souvent sur les jumelles par exemple ou sur certains objectifs, des lumières, des couleurs très vives. Et on les retrouve aussi dans la nature. Donc certains traitements optiques particuliers, ceux des papillons, la couleur de certaines ailes de papillons en fait n'est pas due à vraiment des pigments à l'intérieur du papillon, mais la façon dont la lumière se reflète à l'intérieur. Donc il y a des structures en fait, dans les ailes du papillon qui ont ces dimensions-là. Donc ça, ces dimensions-là, c'est toujours une fraction de la longueur d'onde, donc c'est des structures qui sont vraiment à une échelle minuscule. C'est aussi ce qu'on voit sur des bulles de savon, par exemple. Quand vous regardez une bulle de savon avec vous avez l'air irisé, en fait, vous observez le même phénomène. C'est aussi le cas quand vous voyez une flaque d'eau avec, quand il vient de pleuvoir, vous voyez une flaque d'eau avec des traces d'huile moteur. Voilà, c'est un film très fin, et ce film très fin produit ce genre d'effet. Alors, ce que j'avais caché en dessous, c'est comment est-ce qu'on fait ce genre de traitement en pratique. Alors, dans la pratique, on utilise une enceinte qui est sous vide. Et dans cette enceinte, on place d'abord les lentilles qu'on cherche à traiter. On place une cible qui est faite du matériau qu'on cherche à déposer. Et on va tirer dessus avec un canon à ion ou un canon à électrons. Alors les canons à électrons, on n'a pas l'air trop habitué, mais en fait on a tous eu un, ou presque, parce qu'on le trouvait dans les télés cathodiques, notamment. Donc si jamais il reste une télé cathodique, on peut fabriquer un canon à électrons et faire ses propres traitements optiques. Et du coup, si on tire au canon à électrons sur une cible, orientée correctement, en fait, on va projeter certains atomes de la cible sur les lentilles à traiter. Et en fait, au fil du temps, on va avoir une couche se former. Et en jouant bien sur la durée du dépôt, en fait, on va former des couches avec une épaisseur qui est très précisément contrôlée. Donc ça, c'est une des technologies possibles pour faire du dépôt du traitement anti-reflets. Et c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'on passe de 70% perdu à quelques pourcents perdus. Donc c'est vraiment une grosse amélioration. Maintenant qu'on a vu tout ça, on a passé les premiers miroirs, on a passé la séparation du faisceau en 24 bandelettes horizontales, on a traversé des lentilles et des miroirs, donc on a vu comment est-ce qu'on les glissait et comment est-ce qu'on les traitait pour les rendre performants. Et là, on va arriver au cœur de l'instrument. Donc là, on va rentrer dans un des 24 modules qui va traiter une des 24 bandelettes. Et là, l'opération qui va arriver, en fait, c'est qu'on va redécouper l'image, donc la bandelette, en 48. Donc c'est vraiment en deux étages, il y a le découpage, et puis après, on va faire des juliennes d'images. On va faire des bandelettes très très fines.
Et donc ça se fait avec un composant, avec deux composants particuliers qu'on voit ici et ici. Et donc c'est un système qu'on appelle un découpeur d'image. Alors un découpeur d'image, vous le voyez en photo ici, il s'agit d'un assemblage de plusieurs piles de lamelles du miroir. Alors ces lamelles, elles font 1 mm par 3 cm à peu près, et donc elles sont posées en tas comme ça, de 40, au total on a 48 miroirs. Alors à chaque fois, là on voit une lamelle qui fait 1 mm par 3 cm, et après il faut imaginer qu'elle est polie extrêmement précisément. C'est un peu un challenge de réussir à faire des composants parfaits. Et donc là vous voyez un autre ensemble de miroirs de lamelles. Alors ça c'est le schéma optique de principe. Donc si vous avez une image rectangulaire ici, elle va arriver donc, sur cette pile de miroirs, donc là vous en avez 3. Et donc cette image, chacun des morceaux de l'image, chacune des petites lamelles va être envoyée dans une direction différente et va être récupérée par d'autres petits miroirs qui vont aider à remettre le faisceau bien droit pour reconstituer comme une fente. Donc c'est quelque chose qui va nous permettre de reconstituer vraiment une ligne, une petite bandelette d'image bien droite qui après va être décomposée en fait, selon ces différentes couleurs. Alors un des enjeux, une des grandes difficultés pour fabriquer ce genre de composants, c'est que en fait, si vous envoyez l'image sur un tas de miroirs, les miroirs reprojettent un morceau d'image, mais si vous mettez de la colle entre les lamelles, la colle va vous faire perdre des morceaux d'image. Donc en fait, vous pouvez vous retrouver avec une image à trou, où entre chaque image, enfin entre chaque miroir, en fait, vous allez avoir un trou qui va correspondre à une image. Ça, c'est quelque chose de très néfaste en fait, pour les observations. Il faut imaginer qu'on a envie d'observer plutôt quelque chose d'homogène, de bien uniforme. On n'a pas envie comme ça d'avoir quelque chose de tout strié par des pertes. Donc pour faire ça, on va utiliser une colle particulière qui est pas de colle du tout. C'est-à-dire qu'on peut assembler ces éléments-là sans utiliser de colle. Et donc là, je vais vous montrer une vidéo qui montre un peu comment est-ce qu'on peut faire ça, comment sont assemblées ces optiques-là. Donc ça a été fait pendant une démonstration devant le public. Vous allez voir comment est-ce qu'on peut adhérer ce genre de composants. Donc là, vous avez deux pièces qui sont parfaitement complémentaires l'une de l'autre. Les deux sont très très planes. Vous voyez un peu des franges qui se développent. Donc là, en fait, l'opticien de précision applique une pression en fait, sur un des composants. Alors, vous voyez que les couleurs disparaissent. Et à la fin, en fait, les deux composants sont solidaires. C'est vraiment la colle sans colle. Si vous regardez, ça c'est une autre vidéo où vous pouvez dessus. Ça c'est une autre vidéo vue dessus. Alors là, vous voyez bien en fait les franges dont je parlais tout à l'heure et qui vous permettent de faire émuler des courbes de niveau. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que là, en appliquant une pression sur l'optique du dessus, en fait, on rapproche les deux optiques jusqu'à les mettre en contact. Et là, vous voyez que les franges disparaissent. Donc les deux optiques sont vraiment collées l'une à l'autre. Et vous voyez que
cette zone en fait va s'agrandir, chasser l'air en fait. Et les deux optiques vont être collées l'une à l'autre. Alors, pour comprendre un peu ce qui se passe, il faudrait s'imaginer zoomer au maximum sur ces optiques et voir vraiment ce qui se passe à l'intérieur du verre. Et en fait, si on descend vraiment très bas en échelle, en fait, ce verre il est formé d'atomes de silicium et d'atomes d'oxygène, qui sont reliés les uns aux autres et qui sont liés par des forces qui unissent ces atomes les uns aux autres. Alors dans du verre, en fait, ces atomes sont disposés un peu n'importe comment. Et là, par exemple, vous voyez une particule d'abrasif. Donc si vous imaginez que vous êtes en train de polir la surface, vous allez avoir un abrasif plus dur qui va chasser certains atomes et presser en fait, sur le reste. Donc ça, c'est ce qui se passe à la petite échelle. Et en fait, quand on voit ça, on peut se dire, mais si on faisait l'expérience et qu'on prenait un morceau de verre, très très bien poli, un autre morceau de verre très très bien poli, et qu'on les rapproche et qu'on les presse suffisamment pour les mettre à très faible distance. Ce qui va se passer, c'est que ces atomes vont s'attirer, tout comme ce qui se passait à l'intérieur d'un morceau de verre lambda. Et donc en fait, à la fin, on va se retrouver avec un seul gros bloc de verre qui va avoir de très bonnes propriétés. Enfin, les deux blocs en fait, vont être parfaitement collés l'un à l'autre. Est-ce qu'on peut les redécoller facilement? Alors ouais, mais il faut avoir la technique. Et justement, c'est ce qu'on va voir après, c'est qu'en fait, si on essaye de les tirer, en fait, on n'y arrive pas. Si on essaie juste de le faire brutalement, ça ne fonctionne pas. Donc là, vous voyez les piles de miroirs, et donc en fait, ces miroirs sont collés les uns aux autres par cette face-ci. On les empile comme ça. Et donc, il faut imaginer que non seulement cette surface-là, qui est la surface active optiquement, et a une précision démoniaque, mais en fait, toutes ces surfaces qui ne sont pas utiles optiquement, elles ont aussi une très bonne précision pour permettre de les assembler les unes avec les autres. Donc là, vous voyez un schéma de principe de la façon dont sont fabriqués ces composants-là. Donc tout commence avec des futures lamelles de miroir, qui sont ensuite assemblées, préassemblées. Elles sont intégrées dans un bloc. Ce bloc, on va le polir pour donner leur courbure à toutes les lamelles de miroir. Et en fait, de cette façon-là aussi, ça permet de toutes les polir ensemble. Parce que polir les miroirs de 1 mm, vous imaginez qu'on en a 48 et qu'il y a 24 modules, donc en fait, ça fait pas mal de miroirs. Donc là, ils sont polis en groupe. Ils sont désassemblés, puis remontés et réassemblés pour former un tas. Alors en fait, dans ces étapes-là, il y a de l'adhérence, ce qui s'appelle l'adhérence moléculaire, un peu partout. C'est-à-dire que pour fabriquer des lamelles avec des arêtes bien nettes, qui nous permettent de bien réfléchir à la lumière et ne pas avoir d'effet de bord en fait, sur les images, il faut les adhérer avec des pièces qui ne servent à rien, qui vont juste permettre de protéger les arêtes pendant le polissage. Puis après, il faut les désassembler, il faut les réassembler à ce moment-là, il faut les polir ensemble, il faut les désassembler, puis il faut les réassembler. Donc en fait, ces étapes-là qui sont extrêmement techniques, il faut les répéter un très grand nombre de fois, et c'est ce qui fait vraiment que ces composants-là sont très précieux et vraiment très beaux dans l'optique. Donc je reviens à la démonstration. En fait, pendant cette démonstration-là, on a fait venir quelqu'un du public, on lui a donné ces deux pièces de verre assemblées, donc on lui a dit de tirer pour les décoller. On va voir qu'il y a du mal. Et en fait, ça pourrait être un super jeu de fête foraine, parce que ça a l'air facile, on se dit, les bouts de verre, on les a pressés ensemble, ça ne va pas être très difficile de les enlever, de les décoller. Mais en fait, c'est extrêmement difficile. Les forces qui les tiennent, autant quand on tient deux morceaux de verre comme ça, ils ne s'attirent pas, autant une fois qu'ils sont collés, ils sont très difficiles à décoller. En fait, si on voulait les décoller par pure force, par pure traction, il faudrait appliquer une force de traction de près d'une tonne, pour les 1 tonne par centimètre carré.
Donc là, vous avez un morceau de verre qui fait peut-être 10 cm par 10, donc une centaine de centimètres carrés. Donc voilà, il faut plutôt un camion ou quelque chose comme ça si on veut juste les décoller en tirant. Alors la technique pour les décoller en pratique, c'est qu'on peut recréer. En fait, le but du jeu, c'est de les décoller un peu comme on les a collés. On les colle en chassant l'air. Et le but pour les décoller, c'est de remettre de l'air. Et donc la façon pour remettre de l'air, c'est d'insérer une lame de rasoir sur le bord, lever légèrement, et en fait ça va faire passer de l'air à l'intérieur, et les deux morceaux d'air vont se décoller assez naturellement. Alors il y a aussi la possibilité de chauffer un peu, il y a d'autres techniques aussi qui permettent de fragiliser l'adhérence. Mais une fois que les pièces sont collées, si on ne cherche pas à mettre une lame de rasoir, ça reste très très solide. Donc là, je vous propose de parcourir une dernière fois l'instrument. Et maintenant, en fait, on a vu un peu tous les éléments les plus importants, à commencer par le dérotateur, l'ensemble du miroir, le séparateur qui va permettre de couper le champ de vue en 24 éléments, en 24 bandelettes horizontales. Donc là, l'empilement au miroir qui va permettre de les envoyer dans toutes les directions, vers les 24 milieux. Le découpeur d'image, qui va permettre de réorganiser chaque bandelette en une longue ligne relativement fine. Et à la fin, le cœur le plus important, ce pourquoi on est là, décomposé dans les différentes couleurs, avec un réseau de diffraction. Mais il y a 24 faisceaux qui sortent. Alors là, il y en a 48. Ouais, voilà, 48. Qui correspondent à 48 morceaux. Ils sortent parallèles. Hein. Ils sortent, alors ici, ils sont parallèles les uns aux autres. Et après, ils sort diverger pour arriver dans des parties différentes du cap. Parce qu'ils sortent en même temps. Ils sortent à quel endroit ici? Du haut, le deuxième splitter. Là? Ils sortent. Et là, ils sortent bien parallèles. Il y a 48 faisceaux qui sortent en même temps. Ouais. Et ils rentrent dans un seul spectromètre. C'est ça. Et comment ça se passe après? Alors, comment ça se passe? Du coup, ils vont être organisés un peu comme ça. Spatialement. Les spectres vont être sur différentes parties du capteur. Ah, alors du coup, c'est juste après, du coup, ils vont ressembler à ça. C'est-à-dire que ce qu'on voit ici, c'est l'image brute de fonderie, si on regarde vraiment juste ce qu'on observe sur le détecteur. Donc, vous pouvez voir que c'est des images qui sont difficilement interprétables. Hein. Là, on ne reconnaît pas la nébuleuse, on ne reconnaît pas de nébuleuse, on ne reconnaît pas de planète, c'est assez difficile à interpréter. Et en fait, l'organisation de cette image-là, c'est que ici, en fait, dans chacun des traits, ici, dans chacune des colonnes, en fait, on voit une des bandelettes, une des 48 bandelettes, et dans cette direction-là, en fait, on voit les différentes couleurs liées à la bandelette. Donc ici, on a la bandelette numéro 1, par exemple, et ici, on a le bleu, et là, on a le rouge, et ici, en fait, à chaque pixel, va correspondre, à chaque ligne de pixels, va correspondre une nuance particulière entre le bleu et le rouge. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive à plusieurs milliers de nuances parce qu'on a énormément de pixels dans cette direction-là. Alors en fait, ça c'est un des détecteurs, mais on a vu qu'il y avait plusieurs voies, il y en a 24. Donc en fait, il y a 24 détecteurs comme celui-ci, avec chacun lié morceau de bandelette. Et là, en fait, c'est la fin du travail pour l'opticien, mais c'est le début du travail pour tout un tas d'autres équipes, dont le but va être de faire le chemin inverse, c'est-à-dire comment, à partir de cette image brute, reconstituer la scène qui était observée, c'est-à-dire dire, ok, alors ce point-ci correspond à tel morceau, telle zone dans le ciel, vue à telle couleur. Et dire, voilà, à tel point du ciel, on a tant de bleu, tant de rouge, tant de la nuance entre le... On a 24 bits spectres, c'est-à-dire on a 48 fois 24, multiplié par... et combien de spectres? On a 1152 spectres. Alors, même on pourrait aller plus loin que ça, parce qu'en fait, à l'intérieur de chaque bandelette,
en fait, à l'intérieur de chaque bandelette, bah, vous avez encore d'autres informations. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette bandelette-là, ici, vous avez l'information qui correspond à cette zone-là, qui va être là. Ici, vous avez le spectre qui correspond à cette petite zone-là, qui va être là, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est encore pire que ça, c'est-à-dire que vraiment toute la longueur de la bandelette, chaque pixel qui compose la bandelette, va donner son spectre. Donc à la fin, vous avez quelque chose de très... plusieurs milliers. Et vous avez quelque chose qui donne énormément d'informations. Et donc là, j'ai représenté donc, un des résultats. Quand on arrive à passer de ça à ça, en fait, là, ce qu'on voit, c'est une image, une couleur de la scène observée. Et ce qui est particulier ici, c'est qu'on observe une couleur. Et il faut imaginer qu'on a plusieurs milliers d'images comme celle-ci. Et donc là, on a sélectionné une couleur, on aurait pu en sélectionner une autre. Et c'est ça qui fait la puissance de ces instruments-là, c'est la capacité à vraiment avoir toutes les couleurs associées à toutes les zones d'une image. Alors pour finir, je vais présenter deux choses. Une d'entre elles, c'est le champ ultra profond de Hubble que je vous ai montré au tout début de la présentation. Et donc ça, c'est la juxtaposition d'images prises dans quelques filtres. On pose un filtre, deuxième filtre, troisième filtre, et on colorise en fonction du filtre qu'on choisit, rouge, vert ou bleu. Et ici, vous avez la version prise par l'instrument MUSE. Alors en apparence, c'est des images, ça semble, enfin, il y a de la couleur à gauche et de la couleur à droite. Mais en fait, derrière cette image, ben, on a énormément d'informations, on a toutes ces nuances qui ont été analysées. Et avec ça, on peut mener des travaux qui n'étaient pas faisables en fait, avec l'image seule fournie par Hubble. Par exemple, un instrument comme MUSE peut, en décomposant précisément dans les différentes couleurs, permettre de mesurer précisément les distances à chacune des galaxies qui sont présentes ici, en repérant à chaque fois les motifs en fait, présents, les couleurs qui sont présentes ou absentes dans le spectre. Et notamment mettre en évidence, mais ça c'est une découverte qui date de 2018 si je ne me trompe pas, en fait la présence, donc là, qui n'était pas perceptible dans cette image-là, de gaz en fait, de gaz d'hydrogène présents autour de toutes les galaxies situées dans l'univers plutôt jeune et qui permettent de voir en fait tout l'environnement de ces galaxies parce qu'en fait on va observer telle longueur d'onde précise qui correspond à tel élément chimique et ça c'est quelque chose qui n'était pas possible avec une image où on a juste du rouge, du vert ou du bleu, mais c'est possible avec un instrument qui permet de viser spécifiquement une couleur en particulier. À quel âge en sont ces filaments? On est à quel âge de l'univers? Je vérifie pour la conversion âge-distance. Parce que j'ai cru comprendre qu'on a découvert ainsi des filaments à un âge assez jeune de l'univers. Ouais, c'est un âge jeune. Il faudrait que je vérifie pour ne pas dire de bêtises. Oui, c'est plusieurs milliards d'années, ça c'est sûr. Mais ouais, je vais vérifier pour être sûr de faire bien. Et pour finir, en fait, donc ça c'est ma dernière slide. Donc là, en fait, un projet comme MUSE ou un projet comme son grand frère MUSE, c'est un projet qui dure plusieurs années. Et en fait, si on regarde, donc maintenant, on se situe plutôt au tout départ, en 2021, c'est un projet qui va mobiliser du monde jusqu'à son installation au télescope qui est prévue aujourd'hui en fin 2029, courant 2030. Donc c'est des projets vraiment au long cours. Imaginez que la lumière elle parcourt l'instrument en 1 nanoseconde ou quelque chose comme ça, et voilà, ça peut travailler du monde pendant 10 ans. Donc c'est vraiment des instruments assez complexes. Et ça mobilise du monde. En fait, ces instruments-là ne sont pas le fruit d'un seul laboratoire, mais sont le fruit d'un consortium qui rassemble, en l'occurrence, près d'une dizaine de laboratoires. Et donc c'est vraiment du travail collectif sur la longue durée. Et en attendant,
si vous n'avez pas tant de 10 ans avant d'avoir un instrument, il y a toujours la possibilité de produire soi-même un miroir, de produire soi-même ses optiques. Il y a un très bon livre où j'ai récupéré certaines illustrations qui est très connu, c'est le livre de Texero, le livre de Jean Texero, qui a publié en fait, un livre qui est accessible librement sur la façon, sur les méthodes en fait, pour produire ces optiques. Et c'est vraiment très intéressant à lire, parce qu'on découvre tout un tas de techniques, et c'est assez bluffant de se dire qu'en fait, soi-même dans son garage, avec relativement peu de matériel, on peut produire des surfaces optiques justement corrigées à quelques millionièmes de mètres, à la fraction d'un cheveu près. Et je vais terminer là-dessus. Merci beaucoup. Je vais demander par rapport à Blue Moon, ce sera exactement le même principe de découpage Oui, ce sera le même principe de découpage. Donc un premier découpage en 24 et un deuxième découpage en 48. Ça, c'est quelque chose qui a bien fonctionné, et notamment l'arrangement des miroirs. L'arrangement des miroirs comme ça, quand on fabrique ces blocs, c'est quelque chose qui a fait l'objet de beaucoup de réflexions pour optimiser en fait. C'est des pièces qui coûtent relativement cher. Comment Ah oui, c'est des pièces qui coûtent relativement cher. Et du coup, ce travail d'optimisation va en bénéficier pour Blue. Et Blue, c'est parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est pour les bornes des parties du spectre différentes. Ouais. Et comment est-ce qu'on fait ça? Les verres vont être différents. C'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que le problème quand on se déplace vers l'ultraviolet, c'est que le ciel devient de moins en moins transmissif, c'est-à-dire que rien que dans l'atmosphère, on perd déjà beaucoup de lumière, ça on ne peut pas grand-chose. Le télescope perd aussi un peu plus de lumière, et les verres dans l'instrument deviennent moins transmissifs. Alors ils ne deviennent pas complètement opaques, mais ils perdent vraiment énormément de lumière, rien que parce qu'ils absorbent en fait ces ultraviolets. Alors, c'est quand même bon pour nous, parce que le fait que l'atmosphère absorbe des ultraviolets, ça nous protège des cancers de la peau et des choses comme ça, donc on est quand même content. Mais pour la conception d'instruments, ça nous pousse à utiliser des verres différents. Et alors ça c'est le futur, parce que c'est vrai que c'est un peu lourd. C'est un peu lourd, et en plus, il y a pas mal d'éléments. Enfin, là, vous voyez, quand on passe ici, cette étape-là, en fait, on a des trajets optiques entre les miroirs et les lentilles. En fait, le trajet optique ici, il fait plusieurs mètres. Et donc là, il faut imaginer que quand on l'envoie dans l'espace, il y a des phénomènes, déjà, il y a toutes les vibrations du lancement, il y a tous les effets thermiques, de dilatation thermique de certaines parties de l'instrument et pas d'autres. Et du coup, ce qui est difficile pour ce type d'instrument, pour les envoyer dans l'espace, c'est qu'ils prennent de la place, il y a énormément de détecteurs, et il y a toute cette partie-là de stabilisation qui est un enjeu. Mais ce type d'instrument, les spectrographes 3D, c'est des instruments qui sont très intéressants pour le spatial aussi. Ils seront installés sur quel télescope? Alors, ils seront installés sur le VLT aussi. Après, du coup, il y a 4 VLT, et pour l'instant, je crois que le télescope n'est pas encore choisi. A priori, l'idéal, ce serait que ce ne soit pas le même que Muse, de façon à pas empiéter l'un sur le temps de Muse. Parce qu'en 2029, il y en aura un nouveau encore. En 2029, oui, il y aurait l'Extremely Large Telescope qui sera sur la montagne d'à côté. Alors lui, c'est un télescope encore plus révolutionnaire qui fait 40 mètres de diamètre. Là, vous avez l'histoire des télescopes, donc du tout début. Alors, les lunettes de Galilée, alors c'est pas vraiment un télescope, parce qu'en fait, quand on a des lentilles, on parle plutôt de lunettes, quand on a des miroirs, on parle plutôt de télescope. Et du coup, le tout début avec la lunette de Galilée. Et là, vous voyez l'évolution du diamètre du télescope au fil du temps. Et vous voyez que les grands télescopes commencent à 5 cm. Et là, en ce moment, on est plutôt à 8 mètres avec le Very Large Telescope.
Et le futur, c'est l'European Extremely Large Telescope, enfin, l'ELT. Les noms sont pas très originaux pour les télescopes. Et donc lui, il va faire 39 mètres de diamètre. Donc si on le mettait dans le graphique, il serait ici. Et 39 mètres de diamètre, pour donner une idée, c'est le diamètre de la tour Trélan, pardon. Donc ça a vraiment une mesure du géant que ça va être. Une question dans votre domaine, c'est les spectrographes holo. La différence, pourquoi on a utilisé ce type de spectrographe par rapport au grating, au réseau c'est comme des... Alors les réseaux de diffraction, il y a des réseaux de plusieurs types. Alors il y a les réseaux un peu type comme avec le CD-ROM, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est la gravure en fait c'est la gravure qui provoque ces structures qui nous permettent de décomposer la lumière. Et il y a différentes façons de fabriquer ces réseaux-là. Donc là, j'ai repris un petit schéma en fait, qui explique comment fonctionne un réseau de diffraction. Alors pour comprendre un peu comment fonctionne le réseau de diffraction, en fait, on va avoir la lumière qui va entrer à l'intérieur du réseau. Là, vous avez le matériau qui va constituer le réseau, qui est souvent, en fait, il est sandwiché pour le protéger entre deux plaques de verre. Et vous allez avoir la lumière décomposée avec le rouge qui part dans une direction, le vert dans une autre et le bleu dans une autre. Alors, il y a plusieurs façons de fabriquer un réseau. Donc, l'une d'entre elles, c'est vraiment de graver des sillons à la surface. Et une autre, en fait, consiste à modifier les propriétés du matériau qu'on va mettre ici. Donc, en fait, on va utiliser un matériau particulier qui est sensible à la lumière et dont les propriétés, dont l'indice optique, va être modifié en fonction de la lumière qu'on va mettre dessus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de créer des stries mécaniquement en appliquant un outil, on va générer un motif de frange, les mêmes que j'ai montré au tout début, et on va illuminer comme ça le réseau avec ces franges. Et donc on va modifier localement les propriétés du verre, périodiquement, avec une fréquence bien donnée. Oui. Et dans Mus, c'est pas comme ça, c'est comme des lentilles, non? Et bien dans Mus, c'est comme ça. C'est-à-dire on utilise, il y a une photo ici, donc là vous avez deux plaques de verre, et au milieu il y a une gélatine photosensible, et en fait on modifie les propriétés de cette gélatine. Et en fait, les avantages principaux de ce type de réseau de diffraction par rapport aux classiques qui sont gravés, c'est que d'une part, ils sont plus efficaces en règle générale, et aussi, il n'y a pas d'erreur. En fait, c'est-à-dire quand vous baladez un outil sur la surface, un des critères très importants, c'est que l'espacement entre les traits soit très, très bien maîtrisé et très constant. Sinon, en fait, vous avez de la lumière parasite. Et l'avantage de ce genre de réseau-là, c'est que la méthode de fabrication vous donne une meilleure garantie sur l'espacement des traits. Donc vous avez une meilleure lumière parasite en règle générale par rapport à un réseau de diffraction classique, avec vraiment un usinage mécanique. Ça s'appelle comment ce type de réseau? Alors ça s'appelle, l'acronyme c'est VPHG, et en fait c'est un réseau holographique. Holographique, ouais. Comme un holographe. Ouais, exactement, comme un hologramme. Alors après, comme un hologramme, mais pas comme les hologrammes du team de Jean-Luc Mélenchon il y a quelques années. Ça, c'était pas un hologramme, c'était tu vois, c'était en fait l'hologramme version meeting, en fait, c'est une réflexion parasite sur une vitre. Donc, en fait, vous avez un écran qui projette l'orateur, vous avez une vitre comme ça, et vous avez l'impression de regarder sur scène, et en fait, vous voyez la réflexion de l'orateur sur la vitre. Donc, c'est beaucoup plus low-tech que ça en a l'air. Et l'aspect holographique là-dedans, c'est que, en fait, quand on fait interférer la lumière, en fait, un hologramme, c'est le fait de capturer comment la lumière interagit avec un objet et de reproduire, et comme ça de reproduire l'objet. En fait, quand on regarde un objet, on ne l'observe pas directement, on observe la lumière qui en provient. Et en fait, si on arrive à recréer
une structure qui perturbe la lumière de la même façon. On va avoir l'impression de voir l'objet, alors que en réalité, il n'est pas là. Donc ça, c'est vraiment le principe à la base d'un modèle. Et en fait, le fait de générer ce motif de frange, on peut le voir comme un hologramme d'un point, en fait, d'un point vu de très loin. Alors c'est un peu la ressemblance avec un hologramme où on voit le motif de la carte de crédit, des choses comme ça, est assez lointain. Mais ça partage le même procédé. C'est le même procédé pour le générer. Ils permettent de générer la lumière qui permet de générer des réseaux. Ça prend du temps sur la lumière qui passe. C'est quelle étape? Alors en fait, cette étape-là, c'est vraiment une impression chimique. C'est vraiment, ça par contre, ça ressemble un peu aux hologrammes ou même à la photo argentique. C'est-à-dire qu'en laboratoire, on va vraiment générer deux faisceaux optiques qui vont interférer l'un avec l'autre au niveau de l'hologramme. Et après, on va le développer chimiquement, il sera fixé, et après il sera monté. Et en fait, on fait qu'une fois, ouais. Après, les propriétés sont changées, et ça devient irréversible. Alors, il sélectionne quand même une partie, parce que tout le champ du télescope, c'est vraiment gigantesque. La zone ciblée. Ouais, c'est pas seulement certaines cibles, toutes les cibles qui sont. C'est ça. Y compris des espaces qui sont en dehors des. Exactement. Et c'est vraiment une puissance énorme par rapport à d'autres instruments, c'est-à-dire que les spectrographes existaient bien avant les spectrographes 3D. Et le problème, c'est qu'il fallait, au lieu d'avoir comme ça une ligne réorganisée et toutes ces étapes assez complexes, en fait, on pouvait se faciliter la vie et juste mettre un masque sur le ciel qui fait une forme de fente et après disperser la lumière dans d'autres directions. C'est pour ça que tout à l'heure, on c'est ça, exactement. Et en fait, le fait de placer une fente veut dire que quelque part, on doit déjà savoir à quel endroit viser. Et c'est un peu ça l'avantage en fait de nous, c'est que vous n'avez pas à choisir, pas à discriminer, pas à présélectionner une cible avant de le viser. Et ça permet de découvrir tout un tas de choses parce qu'en fait, on trouve des objets qui n'étaient pas dans l'image donnée par Hubble, c'est-à-dire qu'il y a des sources qui émettent de la lumière à une ou quelques longueurs d'onde bien précises. Et si on ne filtre pas, si on ne regarde pas telle couleur en particulier, on ne verra pas ressortir cet objet-là, il sera complètement noyé parmi les restes. Et donc ça, c'est une grande force, c'est le fait de pouvoir voir pas seulement quelques cibles choisies, mais de pouvoir tout explorer et d'avoir une vue complète. D'autres questions? On va le remercier. Merci.